Oui, Guy. Guy, j'attends ton feu vert. Hein. Bonjour à tous et bienvenue à la Maison du Barreau. Je suis vraiment ravie de démarrer cette nouvelle matinée du DPO. L'année dernière, nous avions eu la première version et cette année, c'est donc la deuxième. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'ANSSI et la CNIL qui interviendront dans deux thématiques qui sont essentielles actuellement, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais adresser un grand merci à la Maison du Barreau pour son accueil dans ce magnifique auditorium, au Conseil national des barreaux pour son soutien, et ainsi qu'à nos sponsors qui sont Dastra, Tessi, UKS, Data Legal Drive, Leto, DPO 101, sans qui cet événement ne serait pas possible. Alors, le club DPO va bientôt fêter 3 ans. Il a été créé en avril 2022. Et contrairement, nous, à la FCDP, nous sommes un réseau qui est privé d'avocats DPO, mais aussi de DPO internes, peut-être plus de DPO internes même, et DPO externes. Alors, nous collaborons depuis notre création avec la CNIL pour lui faire remonter les bonnes pratiques et comme tête de réseau, et organisons des événements majeurs, on peut le dire, qui sont la matinée du DPO et la soirée du DPO avec le prix Golden Place for DPO qui a rencontré un vif succès en décembre dernier et qui récompense les entreprises qui donnent les moyens et les ressources à leurs DPO. Alors, le rôle du DPO, il est crucial à l'ère de l'IA. Vous le savez, l'IA, elle repose sur l'exploitation massive de données qui pose des défis en matière de conformité au RGPD et aux réglementations en vigueur. Alors, pour nous, le club DPO, le DPO doit comprendre les nouvelles réglementations, notamment l'IA Act européen. Il doit encadrer les traitements de données personnelles utilisés par l'IA. Il doit gérer les risques et préserver les droits des personnes face à la prise de décision automatisée. Il doit évidemment renforcer la cybersécurité, l'IA étant une cible privilégiée des cyberattaques, et il doit promouvoir une culture privacy by design pour intégrer la protection des données dès la conception des systèmes. Alors en somme, le DPO doit s'adapter pour rester un acteur central dans l'encadrement éthique et réglementaire de l'IA. Pour nous, et je l'ai dit déjà en décembre dernier, le DPO doit monter en compétences. Alors face à ces enjeux, le club DPO continuera à jouer un rôle majeur dans l'écosystème de la protection des données. Notre stratégie va reposer sur 5 axes qui sont les suivants. Renforcer déjà notre collaboration avec la CNIL et puis on l'espère avec l'ANSSI et avec Cybermalveillance et partager toujours nos bonnes pratiques comme nous l'avons fait avec le document ISO 27701 que la CNIL partage sur son site. On aimerait pérenniser le prix Golden Place for DPO qui a donc, comme je vous l'ai dit, rencontré un vif succès. Alors, c'est vrai que nous aimerions cette année, pour la fin de l'année, avoir plus de PME, de TPE, de start-up, parce qu'on a eu beaucoup de grands groupes. Et nous encourageons, on va sûrement lancer l'appel à candidature. Et franchement, certains candidats sont là. Et d'ailleurs, Étienne, Ali, j'ai vu aussi Zoé, enfin d'autres, et puis Amine, évidemment. Il y a des candidats qui sont là et qui pourront vous dire que c'est vraiment dans la bienveillance que ce prix est décerné. On aimerait aussi encourager, parce que nous sommes dans la Maison du Barreau, nous aimerions encourager les avocats
dans leur rôle de DPO, qui est un nouveau métier du droit, notamment via la rédaction d'un guide de l'avocat DPO que nous ferons sûrement en collaboration avec le DPO du barreau de Paris et le DPO du CNB, qui sont membres du club DPO. On aimerait aussi accompagner les DPO au quotidien en leur fournissant des outils et des ressources nécessaires pour réussir leur mission via les publications et des webinaires. Et puis aujourd'hui aussi, vous allez voir que dans la première table ronde, on a tenu à inviter l'ANSSI qui va vous présenter ses nouveaux services cyber. On a aussi invité Tessie qui, elle, développe des outils pour aider le DPO dans ses missions. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider, vous avez bien compris, d'aider le DPO dans ses missions et fonctions. Et puis on aimerait, pour finir, fédérer une nouvelle communauté de DPO, puisqu'on voit qu'on a du succès, qu'on commence à se faire un nom. Et donc on aimerait fédérer une nouvelle communauté de DPO en créant très prochainement un statut qui soit le statut soutien au club DPO. Et ça, je vous en parlerai ultérieurement quand ça sera bien calé avec le bureau du club DPO. Donc voilà, pour décupler évidemment les interactions, parce que la matinée, le club DPO souhaite toujours faire interagir le public. Pour nous, c'est très important. Et donc, on va essayer de tester. On va voir si vous avez donc... prenez votre programme. Sur le programme, vous avez un QR code. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de l'outil qui s'appelle l'outil Evenium Connect Me. Et vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir répondre aux questions, aux sondages qui vont vous être proposés par nos modérateurs et par nos intervenants. Tu peux, Aline, tu peux projeter peut-être le code test. Ah, ça marche. D'accord. Donc, tout le monde, donc c'est bien, 100%, ça marche, c'est parfait. Donc, vous avez la possibilité de voter. On tient vraiment à votre avis. Et donc, j'ai le plaisir de laisser la parole à Paul-Emmanuel Bidault, qui va partager avec nous son regard éclairé sur la protection et la gouvernance des données à l'ère de l'IA. Et je vous souhaite une excellente matinée du DPO. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette matinée consacrée au DPO. Mon nom est Paul-Emmanuel Bidault, je fais partie d'Astra. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire un petit mot d'introduction pour cette matinée. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité. Alors, quelques rappels rapides pour ceux et celles qui ne connaisseraient pas encore d'Astra. Nous sommes une plateforme de gouvernance des données personnelles et de l'intelligence artificielle, et qui vise à aider les organisations à optimiser l'étape clé de toute la chaîne de valeur entre la conformité et la protection des données réelles. Et c'est cette chaîne de valeur sur laquelle nous nous concentrons et qui consiste au fond à passer de la conformité à l'action. Et c'est ce thème justement qui est abordé aujourd'hui, et c'est au fond considérer que la conformité, ce n'est pas uniquement un poids réglementaire pour les organisations, mais aussi et avant tout une opportunité. Et donc, je vais avoir l'honneur de vous présenter rapidement les interventions. Alors, pour commencer, il me tenait à cœur d'avoir déjà un petit état des lieux pour vous aider à vous projeter dans vos réflexions en termes de stratégie autour de la gouvernance des données, de la protection, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. On va vous poser 3 questions qui vont permettre de donner un peu un cadre pour débuter cette matinée. Donc, la première question que nous souhaitons vous poser, c'est d'abord de faire un petit état des lieux sur vos mandats s'agissant de l'intelligence artificielle. On va avoir une première question qui va arriver bientôt. La deuxième question sera autour de votre niveau de maturité perçu de votre organisation s'agissant des enjeux organisationnels vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et la troisième question sera sur vos leviers à mettre en place. Alors si on revient sur la première question, état des lieux, faites-vous partie officiellement de la gouvernance de l'IA de votre organisation ? Et le mot-clé important ici, c'est officiellement. Donc je vous laisse quelques minutes si vous pouvez répondre rapidement à cette question.
Alors, on voit apparaître déjà une tendance assez claire et nette sur le fait qu'il n'y a pas forcément encore de gouvernance. Et justement, ça veut dire qu'il y a du travail, de structuration à faire, puisque ça peut être compliqué de changer les choses dans une organisation lorsqu'on n'a pas le mandat officiel pour le faire. On va passer tout de suite, sans plus attendre, à la deuxième question, si vous voulez bien, sur la maturité. De votre point de vue, comment évaluerez-vous la maturité de votre organisation en matière de conformité et gouvernance des données face aux défis de l'IA? Plusieurs options. Est-ce que vous êtes avancé? Est-ce que vous êtes en progression? Ou au contraire, vous êtes au début du voyage? Donc là aussi, des informations évidentes. Effectivement, nous sommes au début de cette réglementation sur l'intelligence artificielle. Donc il y a assez peu finalement de maturité avancée, ce qui est tout à fait normal. Mais cela illustre, à mon sens, les besoins de structuration sur ce sujet. Et donc nous sommes au début de ce travail. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant. Troisième question et dernière, afin de poser le cadre. Puisque nous sommes ici pour réfléchir, vous aider à vous poser les bonnes questions, finalement, quels sont les leviers à mettre en place, selon vous, qui seraient les plus efficaces pour améliorer la conformité et la gouvernance des données dans votre organisation à l'ère de l'intelligence artificielle? Donc on voit effectivement une tendance forte autour de la sensibilisation, et notamment on pense à l'obligation de littératie de février, qui est effectivement la première étape vers la conformité. Mais on voit également d'autres tendances comme les outils, l'organisation au sens humain, tout ce qui est modèle opérationnel, les personnes et potentiellement aussi les politiques internes. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons arrêter là pour les questions. Pour finir, donc je voudrais vous remercier et vous donner aussi l'opportunité de réfléchir et de profiter à fond de cette matinée pour définir et réfléchir à vos stratégies de gouvernance et de protection des données à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir la CNIL et l'ANSSI autour de la même table ronde. C'est quand même exceptionnel, donc on les remercie. Et pour conclure, je dirais que toutes ces réunions, tous ces échanges ce matin vont vous aider à construire vos stratégies, mais il faut garder en mémoire, je pense, la difficulté qu'il y a à faire passer finalement ces stratégies de manière concrète sur le terrain. L'enjeu n'étant pas uniquement de gérer la protection des données au niveau du DPO, au niveau du RSSI, mais bien au niveau de l'ensemble de l'organisation, depuis la tête jusqu'aux pieds, avec les opérationnels. Et on le sait, on a maintenant le retour d'expérience du RGPD, on le sait que c'est ça qui est vraiment compliqué, c'est d'infuser tout cela le plus profondément dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que nous sommes là, nous chez Dastra. Donc si vous souhaitez creuser ce point avec nous, nous sommes à votre disposition sur notre stand un peu plus haut. Voilà, je vous souhaite une très très bonne matinée. Merci pour vos réponses et à bientôt. Merci beaucoup, Paul-Emmanuel. Maintenant, j'invite David Sadek, qui vient d'arriver, qui était bloqué dans les embouteillages et qui nous fait l'honneur d'être à l'heure, parce qu'on le remercie vivement. Bonjour à tous et merci beaucoup Merci pour l'invitation. Bon, effectivement, c'était just in time. Je suis désolé d'avoir raté le mot d'introduction et de bienvenue. Merci en tous les cas pour votre invitation. J'avais proposé de dire quelques mots ce matin sur la notion d'IA de confiance pour les systèmes critiques. Donc, alors, moi, je travaille pour Thales. Je pense que la plupart d'entre vous peut-être connaissent l'entreprise Thales, qui est une entreprise plutôt, comme on dit, B2B, donc business to business, ou B2G vers les gouvernements, les organisations gouvernementales. Et donc, c'est une entreprise qui opère principalement dans le cadre de systèmes critiques.
dans le domaine de l'aérospatial, de la défense, de la sécurité, identité numérique. Donc c'est vraiment toujours des applications plutôt critiques dans le sens où la vie humaine peut être en jeu, des missions de défense peuvent être en jeu, des transactions financières peuvent être en jeu, etc. Et du coup, en fait, l'intelligence artificielle qu'on développe dans ce cadre-là pour ces solutions est un petit peu différente, pour ne pas dire sensiblement ou significativement même différente des IA qu'on peut développer pour la vie quotidienne. Donc j'ai pour habitude de dire que quand Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, eh ben, c'est pas dramatique, vous en choisissez un autre et puis la vie continue. Maintenant, si vous prenez un avion, sachant que 2 avions sur 3 dans le monde décollent ou atterrissent grâce à des systèmes Thales, parce qu'il y a ce qu'on appelle du FMS dans le cockpit de l'avion. Le FMS, c'est le Flight Management System, donc c'est vraiment le système de gestion de l'avion, soit parce que l'avion est pris en charge par les systèmes de gestion de trafic aérien qui sont fournis par Thales. Eh bien, si ces systèmes-là contiennent de l'IA, il vaut mieux pouvoir leur faire confiance. On ne peut pas dire que l'avion va en gros atterrir. C'est pas en gros, il faut qu'il atterrisse. Et quand on embarque un composant logiciel ou matériel à bord d'un avion, pour pouvoir le certifier, il faut arriver à démontrer que la probabilité d'incident par heure de vol doit être inférieure à 10 puissance moins 9, donc 0 et 9, 0 derrière et 1, donc c'est tout petit. Donc il faut vraiment prouver en fait qu'il n'y aura pas de problème, grosso modo. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que on a quand même confiance dans le transport aérien et on prend les avions. Et du coup, si on met de l'IA dans ces systèmes-là, il faut que l'IA réponde en fait à ces exigences-là qui sont posées par les systèmes critiques. On a donc, il y a quelques années, proposé en fait cette stratégie d'IA de confiance de manière assez structurée, j'allais dire, qui a inspiré l'écosystème. Donc, tout le monde en parle. Au moment où on l'avait proposé, c'était en 2018. C'était quand même quelque chose de relativement nouveau. Et surtout, je veux dire, on essayait de la fonder sur non seulement des concepts, mais également, j'allais dire, des piliers technologiques extrêmement clairs et relativement ambitieux. Et on l'avait posé justement sur 4 piliers. Le premier étant la validité des systèmes. Le deuxième étant la sécurité de ces systèmes-là. Le troisième, c'est leur explicabilité. Et le quatrième, c'est la responsabilité de ces systèmes. Donc, je vais dire quelques mots sur chacun de ces piliers. Qu'est-ce que ça recouvre précisément ? Pour ce qui concerne en fait la validité des systèmes, c'est vraiment la garantie qu'un système à base d'IA va faire ce qu'on attend de lui, pas plus ni moins. Et comme on dit en justice, il faut qu'il fasse tout ce qu'on attend de lui et rien que ce qu'on attend de lui. Donc toute la vérité et rien que la vérité. Il peut faire tout ce qu'on attend de lui, mais pas rien que ce qu'on attend de lui, ou l'inverse. Je me souviens, j'étais jeune chercheur en IA dans le milieu des années 90 et il y avait un système qui était utilisé par le DoD, le département de défense américain, pour piloter des flottes navales, une sorte de bataille navale, mais sérieuse, au sens où ça servait vraiment à entraîner la marine. Et le système gagnait tout le temps. Et on ne savait pas trop comment il faisait pour gagner. C'était un système à base d'IA. C'était pas de l'IA à base de réseau de neurones, mais une autre branche de l'IA qu'on appelle l'IA symbolique. Et il gagnait tout le temps. Et quand on avait fait un petit peu de reverse engineering pour comprendre comment il faisait, on s'était rendu compte en fait que le système détruisait ses propres bateaux qui étaient touchés. Parce qu'il avait remarqué qu'un bateau qui était touché ralentissait la flotte. On lui avait jamais dit qu'il fallait faire ça. On lui avait dit qu'il fallait maintenir une vitesse maximale. Il dit « Ok, moi je dois maintenir une vitesse maximale de ma flotte, je peux tirer sur des bateaux, pourquoi pas les miens ?» Et il tirait sur ces bateaux en fait pour s'en débarrasser et maintenir une vitesse maximale. Donc c'est typiquement un cas, j'allais dire aucun d'entre nous, je pense, n'aurait voulu être dans un bateau de la flotte piloté par le système. Et c'est un cas en fait de non-validité. En tous les cas, la validité du système n'avait pas été prouvée. Le système, il faisait tout ce qu'on attendait de lui, il gagnait tout le temps, mais il faisait pas rien que ce qu'on attendait de lui, parce qu'il faisait plus. Et dans le plus, il y avait des choses indésirables, et en l'occurrence non éthiques là.
Le deuxième pilier, c'est celui de la sécurité. La sécurité, c'est vraiment la garantie de la résilience à toute forme de malveillance et en particulier de cyberattaque. Vous savez, effectivement, l'IA et la cybersécurité entretiennent des relations, une relation bilatérale très forte. Enfin, il faut cybersécuriser l'IA. On utilise l'IA pour attaquer des systèmes et on utilise l'IA aussi pour construire des systèmes de cybersécurité. Donc, c'est extrêmement lié. Chez moi, j'ai des équipes qui font ce qu'on appelle aujourd'hui du friendly hacking, donc en fait qui attaquent des algorithmes d'IA pour en identifier les vulnérabilités, proposer des contre-mesures, etc., qui avait d'ailleurs remporté récemment un défi qui était proposé par la Direction générale de l'armement pour retrouver des données qui ont servi à entraîner un système. Et donc, au bout de quelques mois, l'équipe a réussi à retrouver ces données-là et elle a été lauréate de ce défi-là. Et ça, c'est vraiment, bon, pour une entreprise comme Thales, qui est vraiment, où la cybersécurité est au cœur réellement des activités, et on a 5000 personnes qui travaillent en cybersécurité. Donc la conjugaison IA-cybersécurité, c'est vraiment quelque chose de très différenciant. Et de toute façon, grosso modo, il n'y a pas d'acceptation d'IA si on n'arrive pas à cybersécuriser les systèmes à base d'IA. Et encore plus par les temps qui courent, si j'ose dire. Le troisième pilier, c'est celui de l'explicabilité des systèmes. L'explicabilité, c'est le fait en gros, de sortir du syndrome boîte noire des systèmes à base d'IA. DARPA, l'agence de financement des études amont aux États-Unis, des financements de défense, avait proposé dès 2015-2016 un grand programme qui s'appelle XAI, donc Explainable AI, l'IA explicable. Comment arriver, en gros, à fournir les justifications, les raisons pour lesquelles un système à base d'IA a fait ce qu'il a fait ou a recommandé de faire ce qu'il a recommandé de faire, soit, j'allais dire, à minima, a posteriori, je veux dire en cas de problème, en cas d'audit, en cas de besoin, que ça puisse être fourni a posteriori, mais si possible en temps réel, et c'est sur quoi nous travaillons, c'est vraiment le fait de pouvoir fournir une explication à l'utilisateur de ce pourquoi le système a recommandé de faire quelque chose ou a pris telle ou telle décision. Par exemple, si vous avez un copilote digital dans un avion, si le copilote digital recommande au pilote de virer de 45 degrés dans 30 miles, il faut que le pilote puisse être en droit de poser la question pourquoi je dois faire ça. Surtout si elle ou il avait en tête de faire quelque chose de différent. Et au pilote et au système de répondre parce qu'il y a une menace, parce qu'il y a un orage, etc. Et non pas parce que la couche numéro 3 du réseau de neurones a été activée à tant de pourcents, qui n'est pas une explication. Je veux dire, ça, c'est une trace de calcul. Et en fait, l'explicabilité est un sujet extrêmement complexe parce que c'est très élastique. Qu'est-ce que ça veut dire une explication ? Ce qui est une explication pour quelqu'un ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Expliquer à un expert, à un utilisateur ou un opérateur ou un pilote, c'est pas du tout la même chose. Et le faire en temps réel, c'est encore plus complexe. Parce que si le pilote, en l'occurrence, a 5 secondes pour prendre une décision, il faudrait que le calcul de l'explication et sa délivrance puisse être fait en moins de 5 secondes. Autrement, ça va devenir juste contre-productif. Ça va venir surcharger le pilote, etc. Combien de temps j'ai encore là ? Encore 5 minutes. Ok, bon. Voilà, et le quatrième pilier, c'est celui de la responsabilité, enfin, ce qu'on appelle responsabilité des systèmes. Et en gros, si la validité, le premier pilier, c'est grosso modo la conformité aux spécifications d'un système, donc ce qu'on attend de lui, eh bien, ce qu'on appelle la responsabilité, c'est vraiment la conformité, cette fois à tous les cadres exogènes, les principes éthiques, les cadres régulatoires, légaux, etc. Et là-dedans, ce qu'on va retrouver, c'est la réduction de biais dans les données des algorithmes, le caractère confidentiel des données qui sont utilisées, ainsi de suite. Et il y a aussi quand même un volet qui est très important, qui est celui en fait de l'empreinte carbone et de l'énergie. L'IA en tant que technologie numérique est, comme vous le savez, éminemment consommatrice d'énergie, et notamment ce qu'on appelle l'IA générative maintenant, donc je ne vais pas revenir dessus, qui prend beaucoup d'énergie et qui n'est pas... qui par ailleurs, j'en profite juste pour le dire, ce n'est pas la seule technologie d'intelligence artificielle, notamment pour des industries critiques. Donc c'est une des... À Thales, on a identifié 8 technoclés, l'IA générative étant une des 8 technoclés. Donc ce n'est pas la seule, il y a l'IA embarquée, l'IA frugale, ainsi de suite. Et donc, en l'occurrence, là, c'est vraiment
la priorité à une IA qui est frugale, donc sortir un petit peu d'une approche paresseuse de l'IA qui consiste à dire plus j'ai de données et plus je vais être performant, mais travailler réellement sur une approche frugale, donc utiliser le moins de données possible, ne collecter, ne stocker, ne traiter que ce qui est strictement nécessaire, donc sortir un peu du syndrome du big data pour aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler du smart data. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, le big data est plutôt small, donc il n'y a pas toujours beaucoup de données. Donc il faut arriver à faire preuve de créativité en fait algorithmique, en l'occurrence, pour construire des modèles avec peu de données. Donc ça, c'est le volet, je dirais, un peu ce qu'on appelle du green AI, donc l'IA verte, mais il y a aussi l'autre pendant de ça qu'on appelle en fait la AI for green. Donc comment est-ce que je peux utiliser l'IA cette fois-ci pour faire en sorte que l'empreinte carbone des applications soit la plus faible possible, par exemple dans le domaine de l'aéronautique, où là on travaille sur un certain nombre d'applications de type descente continue des avions. Les avions descendent par palier, et quand ils descendent par palier, ils décélèrent, accélèrent, etc. Ils consomment de l'énergie. Il y a un gros travail aujourd'hui dans la communauté un peu internationale sur comment faire de la descente continue qui minimise en fait la consommation d'énergie. Thales en particulier a déployé un système récemment qui s'appelle le Digital Sequencer, donc le séquenceur digital qui séquence les avions en approche finale d'aéroport, pour faire en sorte qu'ils passent le moins de temps en l'air et donc ils consomment le minimum de carburant possible. En fait, il y a des standards, je ne sais pas si vous connaissez en fait ce qu'on appelle les turbulences de sillage qui sont provoquées par les gros avions. Donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quel avion derrière n'importe quel autre. Il y a des standards internationaux qui imposent une distance fixe entre deux avions, je ne sais plus, doit être de 2 miles et demi ou quelque chose comme ça. Mais avec de l'IA, on arrive à jouer sur cette distance de manière dynamique. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours cette distance fixe et donc de réellement réduire en fait le temps que les avions passent en l'air et donc de consommer le moins de carburant possible, donc ils ne tournent pas dans des hippodromes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est déjà déployé. Et puis, il y a un autre exemple, toujours dans le domaine de l'aéronautique, c'est la minimisation de ce qu'on appelle les traînées humides. Donc là, ce qu'on voit dans le ciel, les traînées blanches, quand les avions passent, donc quand il fait beau, d'aucuns peuvent trouver ça beau, mais en fait, c'est éminemment générateur d'effet de serre. C'est c'est par effet radiatif, ça empêche la chaleur de remonter. Et donc, il faut arriver à réduire la production de ces traînées humides qui sont dues en fait à l'altitude, à un niveau d'altitude, dépendent de l'altitude, de la température, de l'humidité, etc. Et grâce à l'IA, des techniques d'IA, on arrive effectivement à optimiser les trajectoires des avions pour réduire en fait ces traînées humides. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu quelques exemples de là où l'IA sert à, en gros, réduire l'empreinte carbone. Voilà, donc ça, comme vous pouvez le voir, ces 4 piliers, en fait, convoquent tout un ensemble de défis scientifiques et technologiques sur lesquels mes équipes en particulier travaillent, mais en partenariat. Et juste pour terminer, en fait, évidemment, quelque chose qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, c'est aussi la conformité à l'AI Act, donc le cadre régulateur européen. Donc, il s'agit d'implémenter, de trouver aussi la manière de l'implémenter, parce qu'il faut qu'il y ait des standards, etc., pour répondre réellement aux exigences de cet AI Act. On a publié, en fait, il y a déjà plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans, une charte éthique du numérique en 10 engagements qui concernent beaucoup l'IA et qui préfigurait en fait ce qui se fait dans les actes aujourd'hui. Le premier engagement étant par exemple que l'humain doit toujours pouvoir toujours reprendre ou garder en tous les cas le contrôle sur un système d'IA. Un deuxième engagement, c'est que les systèmes d'IA doivent être transparents et explicables. Un des engagements, c'est la frugalité des données, etc. Et maintenant, il faudrait effectivement faire en sorte que la gouvernance qu'on met en place montre et permette d'implémenter, réellement de mettre en œuvre en fait ces engagements-là, ce qui n'est pas chose simple du tout en fait dans un groupe comme Thales. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas, je pense que j'ai dû consommer le temps imparti. Je suis pas sûr qu'il y ait du temps pour des questions, mais voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui a une question, je peux. Je suis là, je vais rester là ou jusqu'à la pause si vous voulez bien de moi. Voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup, David Sadek, pour votre éclairage. Alors maintenant, nous, on invite les intervenants et la modératrice de la première table ronde, que j'appelle Madame Christiane Ferralchoul, Monsieur Florent Delaval et Monsieur Jean-Baptiste de Maison. Bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur Sadek pour cet exposé qui m'a rappelé un entretien que j'avais eu avec un interlocuteur dans l'aéronautique auquel j'expliquais la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Et il m'a dit, le problème c'est que dans un avion, le logiciel, c'est forcément obligation de résultat. Et il était, et c'est vrai que l'avion, les aléas, c'est à l'humain finalement de les gérer. Notre table ronde donc va porter sur la sécurisation des systèmes et des données avec Mon Aide Cyber, et nous avons avec nous des représentants de la CNIL et de l'ANSSI que je vais vous présenter dans quelques instants. L'objectif étant, et cela a été très bien introduit par Madame Chiche, oui, il va falloir coordonner, puisque aujourd'hui, les DPO doivent s'intéresser et investir complètement la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes à un croisement qui ouvre des portes et exige cette collaboration. Alors, je vais commencer par vous faire travailler, et je vais vous faire travailler à main levée tout d'abord, parce que nous voudrions savoir combien il y a de DPO dans la salle. Et nous voudrions savoir combien il y a de RSSI dans la salle. Vous avez le droit de cumuler. Hein. Très bien. Et catégorie autre, DPO, RSSI. Très bien. Ça nous donne une petite image. Nous allons continuer cette fois-ci avec un sondage avec votre superbe application. Et je vais demander de lancer la question 1. Top. Donc, nous avons... votre organisation a-t-elle déjà réalisé une évaluation de son niveau de cybersécurité? Donc, vous êtes 77% à répondre oui, 13% à dire non et 11% à dire ne sais pas. Deuxième question. Numéro 2, s'il vous plaît. Top. Donc, vous êtes à la question, avez-vous déjà commencé à travailler à la mise en œuvre de NIS 2 dans votre entreprise institution? Vous êtes 72%, 70% à répondre oui, et 30%, c'est l'inverse. 30% oui, et 70% non, ou peut-être ne sais pas. Question 3. Top. Donc la question était, connaissez-vous le niveau de maturité cyber de votre organisation? Et donc vous êtes oui, 28% à répondre oui, 54% à répondre nous avons une idée générale et 17% à dire non, nous ne la connaissons pas. Sondage 4.
Top. Alors, vous êtes à la question « Avez-vous déjà eu à notifier un incident de sécurité à l'ANSSI ou à la CNIL ?» Vous êtes presque 40% à dire oui, et donc 60% à dire non. C'est l'inverse. C'est pour vérifier que vous suivez. Voilà. Alors, ces questions vont pouvoir éclairer notre débat. Alors, nous avons avec nous Monsieur Jean-Baptiste Demaison, qui est responsable du Lab Innovation de l'ANSSI et qui est entrepreneur public. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter ce qu'est l'entrepreneur public, puisque vous vous désignez comme tel, et nous dire quelques mots de votre parcours qui vous conduit à intervenir à l'ANSSI. Merci beaucoup et tout d'abord merci pour votre invitation. Je suis honoré d'être présent avec vous ce matin. J'ai souvent l'habitude, et c'est vraiment pas une blague, de dire les DPO sont nos amis à l'ANSSI. Et je vous parlerai ce matin, à l'occasion de cette table ronde, de différents outils qu'on a mis en place. Et parmi nos premiers interlocuteurs et interlocutrices, on a trouvé des DPO qui étaient hyper intéressés par des solutions clés en main et qui pouvaient apporter des réponses à leurs problèmes. Donc très content d'être là. Donc je suis responsable du laboratoire d'innovation de l'ANSSI qui est chargé de faire émerger des leviers d'action innovants dans le champ des politiques publiques cyber. Et c'est plus un clin d'œil. Pourquoi entrepreneur public ? Parce qu'en fait, on déploie au sein de l'ANSSI, comme dans d'autres administrations avec d'autres labs d'innovation ou incubateurs, une approche un petit peu entrepreneuriale interne à l'administration qui consiste d'une part à constituer des équipes, souvent des équipes produits avec des métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au sein de l'administration, des product managers, des product designers, des développeurs, des business développeurs. Et le sous-jacent derrière, qui est important, c'est la volonté, lorsque l'on travaille à l'émergence de nouveaux modes d'action, de vérifier que l'argent public que l'on dépense pour aller créer ces nouveaux modes d'action est bien employé, donc en mesurant la performance, mais également l'impact et la rentabilité des solutions qu'on déploie, donc des termes que l'on peut retrouver aisément dans le champ de l'action, enfin dans la sphère privée, et qu'on applique à nos initiatives. Et mon parcours, très rapidement, alors je suis à l'ANSSI depuis très longtemps, j'ai eu plusieurs vies à l'ANSSI. Ma première vie, ça a été d'être responsable des affaires politiques européennes et internationales. Et donc ma première vie, avant de faire de l'innovation publique et de construire des services numériques notamment, ça a été de négocier des directives au niveau européen, la première directive Nice, le règlement de l'ENISA, l'Agence européenne pour la cybersécurité, mais de négocier aussi un cadre de gouvernance mondiale sur les enjeux de cybersécurité à l'ONU. Bref, une vie très différente. Et j'ai par ailleurs présidé le conseil d'administration de l'ENISA, l'Agence européenne pour la cybersécurité, que j'évoquais un petit peu plus tôt. Puis j'ai eu une deuxième vie professionnelle à Annecy qui a consisté à travailler à la création du campus cyber, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est situé à Esplanade de la Défense. Donc j'étais rapporteur auprès de Michel Vandenberg, l'ancien patron d'Orange Cyberdéfense, pour la création de ce lieu totem de la cybersécurité française et européenne, qui aujourd'hui fédère des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs qui travaillent ensemble et qui, même quand ils ne travaillent pas ensemble, incarnent dans ce lieu le dynamisme de notre secteur. Et puis, il y a quelques années, 3-4 ans, j'ai souhaité la création de ce laboratoire d'innovation dont j'ai proposé la création et qui aujourd'hui est en pleine accélération avec, et je conclurai là-dessus, j'ai dire un objectif. On a plein d'autres objectifs internes en termes d'évolution des méthodes de travail, de changement d'outils, etc. Mais surtout de répondre à ce besoin du passage à l'échelle de la cybersécurité en France, car on y reviendra quand on parlera de la menace. La menace cyber, elle est partout, elle est souvent, très souvent indiscriminée, et l'effort qui s'est concentré au début très naturellement, très logiquement sur les acteurs les plus critiques, s'est progressivement étendu à tous les acteurs publics, privés, associatifs de l'économie de la société française. Et il faut que l'ANSSI soit au rendez-vous de ce développement, particulièrement avec l'extension du périmètre de la réglementation cyber, avec la directive NIS 2 qui va concerner plusieurs dizaines de milliers d'entités. Voilà. Et vous dites de vous êtes un entrepreneur public. Oui, alors je le dis parce que au quotidien, mon travail, c'est de piloter
des produits, des équipes produits et comme on piloterait des entreprises, on parle de start-up d'État, alors le terme est parfois un petit peu dévoyé, mais en réalité c'est vraiment un mode start-up et il y a toute une évolution des méthodes de travail qui vient avec et qu'on tend à diffuser aussi en interne, mais aussi en interministériel avec la direction interministérielle du numérique et la direction interministérielle de la transformation publique en matière de pilotage et aussi de mesures de performance, d'impact et de rentabilité. Monsieur Florent Delaval, donc vous êtes chef du service d'expertise à la CNIL, vous êtes expert en cybersécurité à la CNIL. Vous pouvez nous dire un mot de votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, on peut commencer par là. Moi-même, je suis ingénieur et j'ai exercé plutôt au service de l'État dans tout ce qui est soutien aux politiques d'innovation dans le numérique en France, à l'étranger, en région. Et voilà, à la CNIL, je continue à soutenir l'innovation. Petit clin d'œil pour mes collègues. Bon, c'est vrai, la nature fonctionne beaucoup par inhibition. Nous, on fait un petit peu pareil pour aller dire à l'innovation là où elle ne doit pas aller. Donc, moi, j'ai en charge un service qui a 2 missions principales. En fait, c'est des ingénieurs dans une institution qui est plutôt juridique dans ses dominantes. Et notre rôle, c'est justement éclairer le reste de la CNIL sur à la fois ce que les technologies font et à la fois leur impact sur la vie privée. Et on a une deuxième mission qui nous rapproche plutôt de mon voisin, qui est justement prendre en compte les enjeux de cybersécurité, de sécurité des données personnelles. Et là, on essaie un petit peu de se rapprocher de ce que fait l'ANSSI, avec pas tout à fait les mêmes compétences et expertises disponibles, mais ouais, c'est un peu comme la souris qui regarde l'éléphant, sauf ton respect, qui dit on fait beaucoup de poussière. Mais en tout cas, on s'appuie énormément sur ce que fait l'ANSSI pour pouvoir aussi conseiller les organisations sur comment sécuriser les données personnelles. Bon, vous n'êtes pas encore interchangeables. Non, on a chacun notre angle et nos missions. Effectivement, on ne cherche pas à protéger la même chose. Absolument. Alors, donc, nous allons parler coordination entre la CNIL et l'ANSSI. Et nous vous proposons d'aborder ça sous 2 angles. D'abord, sur ce qui se passe aujourd'hui, et puis une deuxième partie qui sera beaucoup plus prospective pour voir comment la CNIL et l'ANSSI envisagent l'avenir. Alors, tout d'abord, une information, puisque vous publiez régulièrement des informations sur les cybermenaces, et la CNIL, notamment, a alerté sur une augmentation de 20% du nombre de notifications de violations de données personnelles entre 2023 et 2024. J'imagine que les chiffres progresseront encore entre 2024 et 2025. Et nous avons le doublement du nombre de violations qui toucherait plus d'1 million de personnes de plus. Alors, l'ANSSI, vous avez publié un panorama des cyberrisques. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, on a en effet publié très récemment le panorama des cybermenaces que je vous invite à lire en détail. Je l'ai moi-même reparcouru en prévision de cette table ronde, et c'est un document très passionnant. L'ANSSI publie chaque année. Alors, c'est pas mon service du tout, je tiens à le dire. Je suis pas l'expert de la menace cyber à l'ANSSI, je suis plutôt du côté de la prévention, mais je peux vous en dire quelques mots. Et c'est un rapport qui est publié chaque année et qui permet de faire un peu le retour d'expérience de toutes les opérations de cyberdéfense ou tous les incidents qui sont remontés à l'ANSSI. D'abord, sur les sources de menaces, on a toujours 2 grandes sources de menaces, que sont d'une part les groupes cybercriminels qui sont organisés et pour lesquels c'est une activité économique qui est parfois très, très structurée, alors qui peut être aussi parfois challengée, mise par des opérations qui permettent de porter atteinte aux intérêts de ces groupes. Puis bien sûr, il y a les attaquants liés aux États qui sont là depuis longtemps et qui ont un agenda stratégique qui est différent. En termes d'attaque, je le disais un petit peu plus tôt en introduction, on a toujours une activité cybercriminelle qui est très dynamique et en progression à des fins lucratives et qui se manifeste notamment par des attaques dont vous avez certainement toutes et tous entendu parler, que sont les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui consistent à rendre inaccessibles les données en les chiffrant. Donc, on parle souvent du chiffrement à des fins de cybersécurité. Là, dans le cas présent, ça rend inaccessibles les données et les attaquants demandent une rançon
pour retrouver les données. Évidemment, l'ANSSI recommande absolument de ne pas payer, puisqu'on n'a absolument pas la garantie de retrouver ces données, et puis on entretient un schéma cybercriminel. Les criminels peuvent revenir quelques mois plus tard s'ils savent qu'ils ont affaire à un bon payeur. Le problème de ces attaques, c'est qu'elles sont indiscriminées, non ciblées, et qu'elles passent par des vecteurs d'attaque qui sont très nombreux. On voit aussi de plus en plus des vecteurs d'attaque en bordure de réseau, avec les équipements, notamment les équipements mobiles qui sont très sollicités. Puis on a toujours du vol et des fuites de données. Ça, et particulièrement des données personnelles, quelque chose que vous connaissez bien. Il y a eu des attaques assez célèbres, notamment l'année dernière. France Travail, avec des millions de données qui ont fuité. Et puis on a toujours des attaques à des fins de déstabilisation. Donc souvent, ça va être du DDoS, c'est-à-dire des attaques par déni de service qui consistent à rendre inopérant un système parce qu'on va le sursolliciter en utilisant des réseaux de machines qui vont agir, ou de la défiguration de sites internet, où on va mettre des messages, etc., pour décrédibiliser. Les impacts sont relativement modérés encore, mais ça prépare potentiellement le terrain vers des actes plus graves de sabotage. Et enfin, il y a de l'espionnage qui nous permet de rejoindre le sujet des acteurs étatiques qui depuis longtemps en fait, ont occupé cet espace. Donc voilà, principalement les grandes tendances, et je vous invite à le lire si ça vous intéresse pour rentrer un petit peu dans le détail. Le panorama fournit également des rappels sur les bonnes pratiques de cybersécurité à mettre en œuvre pour éviter les attaques que l'on a constatées. On dit souvent que la quasi-totalité des attaques sont liées à des faits de négligence, 80%, et donc la plupart du temps, lorsqu'on est victime, en tous les cas, c'est à cause de comportements négligents. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est qu'un citoyen n'a pas nécessairement été victime d'une attaque, mais dans le monde virtuel, 100% des citoyens ont subi une attaque, que ce soit phishing ou autre, mais chacun de nous a nécessairement été victime à un moment donné. Donc nous sommes tous concernés. Alors, cela nous conduit, maintenant qu'on a ce panorama, à vos missions. Donc, la mission, dans les deux cas, c'est informer, aider, accompagner les entreprises et les organisations en amont. Donc, est-ce que, Florent, vous pourriez nous dire comment, finalement, la CNIL s'organise pour jouer ce rôle de conseil en amont? Alors, vous mettez l'accent sur le rôle du conseil. J'en profite pour justement dire qu'il y a aussi cette mission pour laquelle la CNIL est relativement connue, qui est son rôle de gendarme, que je ne vais pas détailler là tout de suite. On va en parler juste après. Donc sur cette partie, nous qu'on appelle plutôt l'accompagnement, en fait, vers laquelle on se tourne vers essentiellement l'État, mais l'État sur le plan cyber, il est déjà pas mal guidé, mais aussi les collectivités, les entreprises bien sûr. Et en fait, le moyen d'action principal de la CNIL là-dessus, pour élever le niveau de sécurité, c'est de publier des recommandations ou des guides. Finalement, c'est ce qui permet. Souvent, on s'appuie aussi sur la littérature qui est publiée par l'ANSSI, mais qui peut être parfois spécialisée ou parfois dirigée vers des entreprises plus grandes ou qui ont des enjeux de sécurité un petit peu plus élevés. Nous, on essaie de s'adresser à tout le monde, y compris les petites PME. Et c'est pour ça qu'on a publié, par exemple, un guide de pratique de la sécurité des données personnelles qu'on met à jour de temps en temps et qui est censé vous dire, voilà, un petit peu, bon, la sécurité, c'est certes compliqué, mais vous êtes patron d'entreprise, vous pouvez pas tout savoir. Mais si vous voulez pas trop vous poser de questions et vous dire finalement, qu'est-ce que je dois faire pour mon site internet, pour mes serveurs, et qu'est-ce que je dois donner comme feuille de route quelque part à mon RSSI, si vous en avez un déjà. Donc ça donne un petit peu ce niveau minimum. Néanmoins, quand on est en devoir de remplir ses obligations au titre du RGPD, donc sécuriser les données personnelles à la hauteur des risques auxquels elles sont exposées, par exemple vous êtes un hôpital, vous maniez des données sensibles, là vous ne pouvez pas vous contenter de faire le minimum. Et donc il y a une véritable analyse de risque à faire, les outils existent, et l'ANSSI par exemple en a énormément à disposition des acteurs, et donc les mesures de sécurité que vous devez mettre, que ce soit au niveau technique, ça peut être des outils assez développés pour détecter des intrusions, par exemple, mais aussi au niveau organisationnel. Avoir une véritable politique des systèmes d'information, une gouvernance, un DPO et un RSSI qui se parlent, savoir gérer les crises, etc.
Et donc, Et les informations, elles sont réunies, j'imagine, sur le site, principalement. La question globale était, en termes d'accompagnement, c'est finalement des conseils à l'attention de tous, et chacun peut aller trouver les informations, répondre ou trouver via des FAQ, j'imagine, les réponses à toutes les questions que chacun doit se poser. tout à fait. Et tous les documents auxquels je fais référence sont accessibles sur le site de la CNIL. Il y a un volet qui s'adresse particulièrement aux professionnels, vous le connaissez sûrement, et dans lequel vous pouvez retrouver toutes les publications sur la cybersécurité. La CNIL a aussi une action importante vis-à-vis des publics en général. C'est-à-dire que ce qui compte aussi pour nous, c'est que chacun soit, entre guillemets, bon, c'est une phrase bateau, mais acteur de sa propre sécurité, donc c'est l'hygiène numérique. Et donc la CNIL a une action assez forte. Alors ça peut être vers les jeunes publics, les publics plus âgés aussi, hein, mais en général de faire progresser la conscience que les personnes ont du rôle qu'elles ont à jouer dans leur propre protection, la protection de leurs données. Et du côté alors de l'ANSSI, comment vous intervenez, comment vous accompagnez concrètement les entreprises et les organisations? Merci. Alors du côté de l'ANSSI, on a historiquement deux grands domaines d'intervention. Vous n'allez pas tomber de votre chaise. La partie prévention des cyberattaques et bien sûr la partie réaction. On en a un troisième qui va émerger avec la directive NIS 2, qui est un rôle de contrôle, mais qui est en construction et dont je ne serai pas en mesure de vous parler aujourd'hui. Sur ces deux premiers volets que j'évoquais, sur la volet prévention, je dirais que l'action de l'ANSSI s'articule autour de 3 ou 4 grands piliers. D'une part, l'expertise technique, ça a été évoqué. On publie de nombreux guides destinés à des spécialistes cyber pour la plupart. La réglementation, depuis longtemps. Hein, donc, je ne sais pas s'il y a des DPO du secteur public ici, mais je prends par exemple le référentiel général de sécurité qui impose l'homologation de tous les systèmes d'information de l'État et les services numériques ou téléservices pour les collectivités, avec tout un tas d'exigences spécifiques en matière de certificats, de signature électronique, de certificats serveurs. Donc ce volet réglementation, il est très important de longue date. Et puis il y a tout un volet doctrine et outils, où on va retrouver ce qu'évoquait Florent, notamment en matière par exemple, de doctrine d'analyse de risque, l'analyse de risque EBIOS Risk Manager, qui aujourd'hui fait autorité en France et en Europe, qui peut se décliner à différents niveaux de profondeur, hein, qui peut aussi être mobilisé sur des séquences un petit peu plus courtes, et puis de plus en plus d'outils. Et c'est là où j'interviens, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'ANSSI a à cœur de proposer des choses, des outils clés en main, et notamment des services numériques qui sont incubés par le laboratoire d'innovation et qui sont notamment destinés aux DPO. Le premier qu'on a lancé, on parlera de l'avenir ensuite, hein, mais le premier qu'on a lancé, c'est Mon Service Sécurisé. D'ailleurs, par curiosité, combien de personnes connaissent Mon Service Sécurisé dans la salle? Ah, c'est pas mal. J'aurais dû faire d'abord qui est du secteur public, puis ensuite, dans ceux qui sont du secteur public, qui connaît Mon Service Sécurisé, parce que c'est un produit qui est accessible pour le moment uniquement à la sphère publique et aux prestataires des entités publiques, qui permet d'obtenir une évaluation des besoins de sécurité de vos projets de système d'information, de piloter votre plan d'action cyber de manière collaborative. Globalement, l'ANSSI va vous donner une liste de mesures de sécurité personnalisées, adaptées aux besoins de sécurité du système et à ses fonctionnalités, et ensuite de générer un dossier d'homologation clé en main. Et ça, on l'a co-construit avec des DPO. Je me souviens avoir été invité il y a assez longtemps à un rendez-vous des DPO des conseils départementaux qui depuis le début, nous ont aidés à construire ces produits. Donc des outils. Puis sur le volet réaction, en un mot, on intervient principalement en support des opérateurs les plus critiques, comme le veut la mission historique de l'ANSSI, puisque cette capacité de réponse à incident côté ANSSI, elle n'est pas non plus totalement extensible. En revanche, on a qualifié de nombreux prestataires qui sont à la disposition des entreprises ou des entités publiques qui souhaitent se faire assister en matière de détection ou de réponse à incident. Je comprends donc que celui qui a envie de trouver des informations ou d'être guidé va les trouver sur vos sites respectifs. Est-ce que vous allez les chercher en termes de sensibilisation? Est-ce que dans les collèges, les lycées, au niveau d'une population élargie, au-delà des entreprises et des organisations, est-ce que vous avez une démarche proactive à titre préventif? Florent ? Oui, quand je faisais référence à la mission d'information de la CNIL, typiquement aller dans les collèges, les lycées pour faire de la sensibilisation, des posters ou même des médias de type manga coréen. Enfin, on utilise des supports différents pour essayer
toucher des publics. Voilà. Après, je pense que ça fait partie d'un discours général sur la cybersécurité qu'on va retrouver chez Cybermalveillance, qui est promu également par l'ANSSI. Donc on essaie d'être coordonnés et de travailler ensemble sur ce type de mission. Et alors côté ANSSI, tu le disais, cybermalveillance qui est un dispositif qui est extérieur à l'ANSSI, mais dans lequel l'ANSSI est très impliqué, à cette mission de sensibilisation au risque de la population, des petites entités. Côté ANSSI, on travaille, et le côté laboratoire d'innovation, avec les collèges, avec les lycées, et le ministère de l'Éducation nationale, mais sur une mission non pas de sensibilisation aux risques et aux bonnes pratiques, mais de formation des élèves et de découverte des métiers de la cybersécurité. Je le précise parce qu'on a créé un dispositif qui a super bien marché, et peut-être que vous serez intéressés, qui s'appelle Cyberenjeux, qui a été créé pour des enseignants, qui leur permet de former leurs élèves aux enjeux de la cybersécurité, mais vraiment les enjeux au sens large. On parle y compris de la réglementation, dois-je le préciser, et qui a la particularité de former les élèves par la création de jeux par les élèves eux-mêmes. Donc les élèves créent leurs jeux sur la cybersécurité. Ça a super bien marché. On a formé 100 000 élèves l'année dernière et on espère en former... Moi, j'aimerais bien en avoir formé 2 millions d'ici la fin de l'année prochaine. C'est l'objectif qu'on se donne. Est-ce que vous avez de l'information interactive, par exemple via des chatbots ou autres, des assistants virtuels? Est-ce qu'il est possible de poser des questions, d'avoir des réponses, ou on est dans une information toujours élargie, générale, qui touche un public, qui s'y retrouve, mais toujours dans une information générale? Alors l'ANSSI a un guichet qui s'appelle Conseil technique qui permet de répondre aux questions techniques que vous vous posez. On reviendra un petit peu après sur un nouveau produit qu'on a lancé qui va faciliter l'accès à l'expertise de l'ANSSI. Ensuite, non, il n'y a pas de chatbot aujourd'hui. Hein, je ne ferme pas du tout la porte à ce que demain on ait une solution d'intelligence artificielle pour répondre à vos questions cyber à partir de nos productions et de notre expertise. Par contre, on a beaucoup de gens pour vous répondre. On a des équipes qui sont très disponibles. Donc n'hésitez pas à nous contacter via nos sites. Alors, Florent, vous aviez évoqué une deuxième mission. Quels sont les indices qui vont vous conduire à intervenir au sein d'une organisation ou d'une entreprise? Mais juste avant que vous répondiez, on va lancer un sondage et je demande le sondage 5. Vous avez 10 secondes. Top. On s'arrête. Donc la question, est-ce qu'une entreprise en notifiant un incident à l'ANSSI ou une violation de données à la CNIL, pensez-vous que cela augmente le risque de contrôle de l'autorité? Et là, vous êtes 12% à penser que oui, je ne me trompe pas. Cela dépend des circonstances, vous êtes 55%. Ça, c'est un peu une réponse de Normand. Et puis, non, 33%. Intéressant. Donc, je reviens à vous, Florent. Vous avez, à la CNIL, on parle du gendarme de la CNIL. Donc, comment est-ce que ce gendarme, finalement, prend sa casquette de gendarme alors que il y a toutes ces missions dont on a parlé précédemment pour sensibiliser, accompagner, expliquer, etc. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des indices qui vont vous conduire à intervenir? Quels indices peuvent vous conduire à prendre l'initiative de hausser le ton? Alors, je vais parler un petit peu de la mission de contrôle de la CNIL, puisque vous m'y invitez. Moi-même, je ne suis pas dans cette branche de la CNIL, donc je vais en parler de manière un petit peu générale, et plus particulièrement sur la cybersécurité. Donc la CNIL fait à peu près 300 000... 300 000, j'aimerais bien, 350 contrôles par an. Et en fait, les sources des contrôles sont multiples. Hein. Ouais, on n'y est pas encore, on y arrive. Donc les sources, c'est il y a à peu près 3 sources équilibrées. La première, c'est finalement, en amont de la chaîne, il y a des plaintes qui viennent de personnes, de citoyens, etc. Il y en a à peu près 16 000 par an, et certaines de ces plaintes vont donner lieu à des contrôles. Il y a une partie plutôt thématique, une programmation à l'avance. On va dire, cette année, on va contrôler les pharmacies, les hôpitaux, n'importe quoi, les crèches.
crèches. Donc en fait, il y a une partie comme ça prévue et que la CNIL publie sur son site. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous pouvez être contrôlé dans le cadre de telle thématique. Et il y a une partie liée plus à la réaction à l'actualité, où on apprend qu'il y a quelque chose de scandaleux qui se produit. Je ne vais pas donner d'exemple là parce que c'est un petit peu sensible, mais voilà. Donc il y a cette partie réactive et c'est normal qu'on puisse réagir aussi à des choses qui se produisent. Si je fais le lien maintenant avec la cybersécurité, alors les obligations de sécurité, elles sont quasiment systématiquement regardées quand il y a un contrôle de la CNIL. Elles donnent lieu au constat de manquement, parfois à des sanctions, mais qui peuvent être des mises en demeure, qui peuvent être des amendes financières, dans à peu près la moitié ou le tiers des cas. Donc c'est toujours regardé quasiment, et assez souvent quand même il y a des choses qui sont constatées comme étant des manquements. Et quand la CNIL regarde s'il y a des manquements, en fait elle le fait sur des choses qui sont relativement noires ou blanches, c'est-à-dire que quand on vous relève un manquement sur la cybersécurité, en général c'est relativement incontestable. C'est vraiment, il y a quelque chose d'assez basique qui était vraiment dans l'état de l'art que vous n'avez pas fait. Et si je refais le lien maintenant, pardon, je vais le laisser, mais sur les violations, en fait, la réponse à la question, pour moi, elle était claire. Alors, bien sûr, ça dépend, on ne peut pas se tromper, mais de manière générale, non. C'est-à-dire, si vous notifiez à la CNIL, ça ne va pas vous augmenter vos chances de contrôle. En revanche, si vous êtes victime d'un incident en tant qu'organisation, qu'on apprend par la presse et que manque de chance ou manque d'organisation, vous ne pensez pas à notifier la CNIL, là, effectivement, c'est un gros indice, là, vous pouvez augmenter vos chances, effectivement, en jouant comme ça. Mais on a un fonctionnement général, et ça, c'est un peu une question légitime que peuvent se poser les organisations, mais on a un fonctionnement général. Quand vous notifiez un incident à la CNIL, ça arrive à l'accompagnement. C'est-à-dire que l'angle par lequel on le prend, c'est comment on interagit pour vous aider à faire ce qu'il faut faire. Par exemple, informer les personnes quand il y a un risque élevé, à faire ce qu'il faut faire en réaction à cet incident. Alors, on ne fait pas de la remédiation à incident, là, on est plutôt chez nos collègues ou chez le réseau d'experts qui accompagnent les organisations, mais l'optique, elle est celle-là. Et le contrôle, c'est plutôt exceptionnel par rapport... J'imagine que les plaintes sont l'élément le plus moteur, non, pour déclencher des contrôles. En tout cas, c'est pas systématique. Vous avez bien vu dans les chiffres. C'est pas parce qu'il y a une plainte qu'on va déclencher un contrôle, mais effectivement, quand on a notamment un faisceau de plaintes convergent sur un acteur ou sur un traitement donné, comme on dit, ça peut effectivement. Vous pouvez nous rappeler les sanctions qui sont prononcées ou nous donner des exemples de sanctions qui ont été prononcées? Alors, toutes les sanctions ne sont pas publiques. Les montants, vous les connaissez parce qu'ils sont inscrits dans le RGPD, en tout cas les montants théoriques, les plafonds théoriques, puisque, par exemple, quand vous avez strictement des manquements de sécurité, c'est-à-dire ça ne va pas au-delà, vous êtes à 2% du chiffre d'affaires en théorie et il y a un plafond financier. C'est assez rare que la CNIL aille au plafond. Et si je peux vous donner des exemples peut-être non nommés, alors des manquements de sécurité, il y en a un peu tout le temps qui sont relevés, mais ça peut être des choses aussi bêtes que les mots de passe sont trop courts et vos utilisateurs ne peuvent pas mettre des mots de passe sécurisés. Et ça peut être des choses plus graves, et notamment dans le cas des violations de données, il y a une affaire, bon, maintenant ça date un petit peu, mais qui était Daedalus, qui était un prestataire pour des laboratoires pharmaceutiques, qui avait connu une violation de données, mais vraiment par négligence en termes de technique de sécurité, où la CNIL avait prononcé une sanction importante. Et c'était aussi, donc là c'était une sanction publique, c'était aussi pour communiquer sur les organisations, enfin envers les organisations pour l'attention apportée aux données sensibles notamment, de santé en l'occurrence. Alors, du côté de l'ANSSI, on ne parle pas de gendarmes, il n'y a pas de mesures de contrôle à proprement parler. Vous voulez en dire un mot? Est-ce que c'est... Aujourd'hui, je pense qu'on peut écarter cette mission en tant que telle, mais pouvez-vous nous dire comment vous vous coordonnez? Est-ce qu'une mission de contrôle peut vous conduire à vous intervenir? Où se situe la coordination aujourd'hui? Je ne parle pas de demain, aujourd'hui. Alors, je vais parler d'aujourd'hui, un tout petit peu de demain, ça rentre dans le détail, comme je vous le disais, mais l'équation va un petit peu changer, du coup, pour l'ANSSI, puisque la directive NIS 2 prévoit une mission de contrôle avec des sanctions. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de construire en ce moment. Et de ce point de vue-là, il y a eu déjà des échanges avec la CNIL qui a une antériorité qui est très riche d'enseignements pour construire cette mission.
Ce qui veut dire que demain, et je pense que c'est la même équation pour la CNIL, l'ANSSI aura à la fois à continuer à accompagner, et clairement l'accent va continuer à être très fortement mis sur l'accompagnement de l'ensemble des entités publiques et privées dans le renforcement de leur cybersécurité. Et on parlera de l'avenir dans un instant. Pour ça, on met en place de nouvelles solutions et une mission de contrôle dont on pourra davantage parler dans quelques mois quand les choses auront un petit peu atterri. Voilà. Et donc cette directive, peut-être que je ne sais pas, c'est l'occasion peut-être d'en dire un mot. Alors, vous pouvez bien sûr en dire un mot. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous vous coordonnez concrètement? C'est-à-dire, pour l'ANSSI et la CNIL, vous voulez dire? Oui. Alors, je ne peux pas parler pour la totalité de l'ANSSI. Peut-être que tu auras des choses à dire avec le service. Je pense que vous travaillez avec la sous-direction expertise aussi à l'ANSSI très fortement sur des problématiques techniques. Moi, sur la partie qui concerne le laboratoire d'innovation, depuis le départ, on travaille avec la CNIL et notamment le LINC, qui est le laboratoire d'innovation de la CNIL. Et on a notamment noué 2 partenariats. Le premier autour de mon service sécurisé. Donc là, je fais un dive-in un tout petit peu dans ce sujet-là. Et puis concernant mes services cyber, dont on parlera dans un instant, où la CNIL a répondu présente comme d'habitude. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec vous toujours sur ces sujets-là et sur mon service sécurisé. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce produit et pourquoi je vous en parle, c'est que quand on a rencontré des DPO, je parlais des conseils départementaux, mais d'autres, on a eu une première réaction à propos de cet outil qui permet de générer des plans d'action cyber clés en main et de piloter leur conformité de manière assez simple. Et puis on nous a dit ça serait chouette si la CNIL faisait ça aussi. Alors c'est pas pour critiquer la CNIL, hein, mais on a dit on se parle, on va les voir, on va leur en parler. Et puis assez rapidement, l'idée de rajouter quelques mesures complémentaires aux mesures de sécurité, mais portant spécifiquement sur la protection des données, donc j'ai envie de dire hors article 32, c'est-à-dire sur la bonne gouvernance des données, a émergé, et on a ajouté comme ça des mesures CNIL, donc on a un petit référentiel CNIL qui vient compléter les mesures de sécurité du référentiel de l'ANSSI dans un seul et unique outil. Ça, c'est typiquement pour moi une collaboration très concrète qui apporte partout en France des solutions, une solution unique au sens une seule solution pour 2 problèmes différents, mais qui sont malgré tout très proches. Le constat qu'on a notamment fait, c'est que, et on a eu l'occasion aussi de partager des retours d'expérience des recherches utilisateurs qu'on a menées, c'est que sur le terrain, quand vous êtes une collectivité ou quand vous êtes une PME, vous avez forcément un DPO, vous avez souvent pas un RSSI. Parfois, c'est même le DPO qui a aussi la casquette sécurité informatique / sécurité des données. Et au fond, quand même vous êtes 2 au max, ça reste quand même des sujets tellement connexes que c'est absurde de ne pas les traiter ensemble. Voilà. Même si les 2 sujets ont leur spécificité, mais quand on manque de temps et de ressources, on va à l'essentiel. Donc cette collaboration, elle sert à ça aussi, produire des outils qui soient en commun et puis valoriser nos travaux respectifs, et c'est ce qu'on fait notamment avec mes services cyber. Vous avez l'air d'être en convergence parfaite. Est-ce qu'on peut imaginer une divergence dans l'appréciation des mesures? Est-ce que ce cas de figure peut se présenter? Et si oui, est-ce que vous avez un exemple? Florent, vous aviez l'air de bouger la tête dans le bon sens. Oui, non, je peux dans le bon sens. Non, mais c'est en fait globalement ça converge très très bien et on n'a jamais de vrais désaccords, en tout cas sur des aspects vraiment de doctrine technique. Ce qu'on espère, mais on n'en a pas encore vraiment l'expérience, c'est de se dire que quand il s'agira de contrôler soit de manière coordonnée, soit séparément, soit en rendant compte l'un à l'autre, qu'on va avoir la même lecture des choses en termes de sécurité sur le terrain. Mais là, on n'en est pas là. Là, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est est-ce que ce qu'on demande aux organisations, c'est la même chose? Et parfois, non. Une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours le cas, c'est qu'on n'a pas la même position. C'est-à-dire que l'ANSSI, vis-à-vis de ses bénéficiaires, va dire ce qu'on vous recommande, c'est de l'être là. Alors pour certains, notamment les organisations les plus sensibles, peut-être qu'il y a des obligations, mais je veux dire pour le public général, on vous dit ça serait bien que vous soyez là. La CNIL, on peut vous dire ça aussi, et dans ce cas-là, on va être plutôt d'accord avec l'ANSSI, mais on va vous dire mais le minimum, il est là. Et ça, c'est pour l'instant un rôle que vous avez moins et que vous allez avoir davantage avec NIS 2.
Et une des raisons pour laquelle... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être en dessous de... si vous êtes en dessous et que la CNIL vous contrôle, là, on va être fondé à vous dire, là, soit vous remédiez tout de suite à ce que vous avez fait, soit vous avez... Vous dites, pour que je sois sûr de bien comprendre avec tout le monde, c'est que vous pouvez être d'accord sur l'objectif commun, et aujourd'hui, l'ANSSI ne se prononce pas sur le minimum requis. Oui, et si l'ANSSI, et quand l'ANSSI va le faire prochainement, pardon, je te laisserai évidemment compléter, on va le faire avec un angle qui est un tout petit peu différent. C'est-à-dire l'ANSSI va s'intéresser plutôt à un système d'information qui peut être sensible par rapport à son rôle dans l'économie, etc. Nous, c'est la protection des droits des personnes qui va nous intéresser. Donc, en ayant un angle différent, on peut parfois avoir une appréciation différente des mesures, par exemple pour des données de... Vous vouliez réagir ? Oui, pour dire que je pense que c'est à la fois très vrai, mais c'est déjà en train de changer. Il a d'abord fallu poser une doctrine technique à l'état de l'art. C'est souvent comme ça qu'on l'évoque au sein de l'ANSSI, à savoir quel est l'optimum en termes de niveau de sécurité à atteindre pour une organisation particulièrement sensible. Les choses ont quand même déjà beaucoup bougé. Alors, hors du contexte du contrôle, ce qui est quand même qui est assez spécifique, on a désormais à cœur, et c'est, je prêcher pour ma paroisse, mais aussi la mission du laboratoire d'innovation, de rendre plus accessible et plus proportionné les recommandations de l'ANSSI en matière de cybersécurité par rapport aux besoins de sécurité réels d'une organisation ou d'un projet de système d'information, mais également dans une logique d'accompagnement à la mise en œuvre. On peut par exemple parler du diagnostic Mon Aide Cyber qu'on a créé, qui est un diagnostic gratuit accompagné par un aidant cyber formé par l'ANSSI, qui dure 1 heure. Je vous en parle parce que vous avez toutes et tous bénéficié d'une évaluation de sécurité au sein de votre organisation, mais vous entendrez peut-être parler d'organisations un peu moins matures pour lesquelles ça pourrait être utile. Et ce diagnostic gratuit accompagné qui prend 1 heure dans les locaux, il permet de faire ressortir 6 recommandations prioritaires. Et ces 6 recommandations prioritaires, c'est soit des mesures de sécurité, soit c'est une étape pour aller chercher une mesure de sécurité. Parce que si demain on vous dit qu'il faut avoir une politique de gestion des incidents de sécurité, ça ne sera pas forcément à la portée de tout le monde. Alors que si on vous dit déjà, établissez une liste des personnes à contacter en cas de cyberattaque, notamment dans votre chaîne d'approvisionnement et vos prestataires, c'est déjà une première étape qui est pertinente. Donc cette approche proportionnée, c'est vraiment au cœur de ce projet d'industrialisation et de passage à l'échelle de la cybersécurité en France, et c'est indispensable parce que évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à un opérateur d'importance vitale qu'à une petite collectivité ou une PME, une TPE. Aujourd'hui, vous avez l'objectif de coordonner vos actions, mais on sait qu'on a une approche internationale. Est-ce que vous êtes amené à devoir coordonner aussi vos actions avec vos alter-ego, que ce soit dans les autres pays de l'Union européenne ou au-delà de l'Union européenne? Est-ce que c'est déjà arrivé? Quelle est la proportion de ce type d'action? J'ai pas forcément. Enfin, je sais pas si tu as la réponse ou. C'est peut-être prématuré. C'est peut-être prématuré. Non, mais c'est vrai qu'avec le texte européen qui est le RGPD, nous, au niveau de la CNIL, vous le savez, on a un terrain de jeu quand même au sein de l'Union européenne. Mais la question est, est-ce qu'aujourd'hui la coordination va au-delà? Alors, la coordination ANSSI-CNIL au niveau européen, on l'a pour l'instant assez peu. Je vais donner quand même l'exemple d'un sujet où on l'a, qui n'est pas notre sujet du jour, mais qui est l'identité numérique. L'Europe est en train de préparer le règlement européen eIDAS 2 sur ce que sera demain, par exemple, nos portefeuilles d'identité numérique. Et ça, c'est des négociations qui ont encore lieu, non pas sur le règlement, mais sur tous les textes d'implémentation du règlement, et sur lesquels on est vraiment main dans la main avec les équipes de l'ANSSI, et c'est extrêmement précieux, parce qu'on a besoin des 2 regards, voire même d'autres regards encore, puisqu'il y a le ministère de l'Intérieur notamment qui est partie prenante, sur comment est-ce qu'on maîtrise ce cadre qui se fait à toute vitesse et qui va tous nous concerner avec des enjeux à la fois pour notre vie privée et en termes de fiabilité, de sécurité, qui sont majeurs. Merci. Sur ce point, une dernière question. Qui sont vos interlocuteurs? Plutôt les DPO ou les RSSI? Alors, nous, c'est plutôt les RSSI, naturellement, mais comme je vous le disais, on parle de plus en plus aux DPO, qui sont très en attente de solutions concrètes qu'on est en mesure de leur apporter. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais clairement, on parle plutôt aux RSSI, aux spécialistes cyber, historiquement. Mais aussi beaucoup aux DSI. On n'en a pas parlé, mais les directions du numérique, les directions des systèmes d'information ou d'administration technique sont aussi nos interlocuteurs réguliers. D'accord. On pourrait peut-être lancer le sondage 7 ?
Vous aurez 10 secondes pour y répondre. C'est bon. Alors, pensez-vous qu'il faudrait une seule notification pour simplifier le processus en cas d'incident? Vous êtes donc 75% à dire oui, donc il y a une forte attente. Hein. Vous êtes 18% à dire non, le système actuel fonctionne, et donc 7% sans opinion. Donc majoritairement, il y a quand même une forte attente ici pour que vous continuez à coordonner, ce qui nous permet de parler de l'avenir. Alors, la CNIL, vous avez présenté votre plan 2025-2028, et sans surprise, l'un des axes forts, c'est la cybersécurité. Donc vous indiquez, je vous cite, au travers de son nouveau plan stratégique, la CNIL souhaite aider les professionnels et les particuliers à prendre la mesure des risques et à recourir à des solutions et des outils adaptés. On est dans la continuité de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous faites aujourd'hui. Son action se fera en coordination avec les autorités compétentes chargées d'appliquer les réglementations nationales et européennes. Donc il y a Nice 2 et le paquet cyber plus largement, imposant de nouvelles obligations, notamment pour déceler les attaques et renforcer la résilience face aux cybermenaces. Donc nous y sommes pleinement. Et pour cela, l'ANSSI, vous avez mes services cyber que vous avez évoqués. Est-ce qu'on a une présentation ? Non. Non, mais vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Oui, volontiers. Alors, mes services cyber, c'est un nouveau produit qu'on a lancé la semaine dernière lors du Forum international cyber. C'est la plateforme des services et ressources gratuits publics, la plateforme publique des services et ressources gratuits pour aider toutes les entités publiques et privées à renforcer leur cybersécurité. Je vous invite à vous y rendre pour découvrir tout ce que l'ANSSI propose d'ores et déjà, mais également Cybermalveillance, la CNIL, puisqu'on s'est rapproché de la CNIL pour proposer de mettre en avant aussi des productions et outils en matière de cybersécurité. Et puis on va l'ouvrir plus largement à l'écosystème public, mais également associatif, qui tous les jours propose des solutions dont vous n'avez pas forcément connaissance. L'objectif là, c'est vraiment de créer peut-être que le terme est un peu exagéré, mais une sorte de guichet unique de l'information sur les ressources et les services cyber, sur les labels, les publications, organisées autour de grands besoins cyber, sensibiliser, se former, sécuriser et réagir, et puis également au travers de sélection adaptée à des niveaux de maturité, par exemple la sélection pour se lancer ou la sélection pour approfondir, puisque encore une fois, selon le niveau de maturité, tous les contenus, toutes les ressources et tous les outils ne sont pas adaptés. Pour évaluer la maturité, il y a eu une question qui vous était posée un petit peu plus tôt. C'était rigolo parce qu'il y avait une réponse qui était assez nette sur oui, on a évalué le niveau de cybersécurité de notre organisation, et en même temps le niveau de maturité c'est moins clair. Il y a souvent une corrélation, évidemment, quand on est très sécurisé, on est souvent très mature, puisque la maturité, c'est ce positionnement global qu'on a sur les enjeux de cybersécurité, qui va en général avec des ressources humaines, du budget. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Et sur mes services cyber, vous avez un test en 5 minutes que je vous invite à faire dès aujourd'hui. Qui est un test de maturité cyber, qui est donc une évaluation indicative de la posture globale d'une organisation sur les enjeux de cybersécurité et qui permet d'identifier le chemin à parcourir. Dans les mois à venir, on va étoffer la plateforme qui bénéficie également d'un accès authentifié qui vous permettra très bientôt de vous comparer à d'autres entités sur le champ de la maturité cyber, qui vous fournit des contacts utiles, de proximité. Je ne les ai pas évoqués quand j'ai parlé de la réaction aux incidents. J'ai parlé des prestataires, mais il y a aussi des CSIRT, des équipes de réponse à incidents au niveau régional, au niveau sectoriel. C'est des interlocuteurs de confiance pour vous en cas d'incident. Il y a bien sûr le 17 cyber et cybermalveillance pour notifier vos incidents ou lorsque vous êtes une entité régulée au public
le CERTFR à l'ANSSI. Et donc toute cette information rassemblée dans une expérience qui a été extrêmement travaillée pour être la plus fluide possible et organisée et structurée autour de vos besoins, c'est cette nouvelle proposition avec mes services cyber. Je peux également mentionner la suite cyber qui est un peu à l'image de la suite numérique de la direction interministérielle du numérique, un accès aux services numériques qui sont proposés par l'ANSSI dans leur diversité. Par exemple, le portail du CERTFR qui fournit de l'information à jour et actualisée sur les menaces, les incidents, les vulnérabilités, les patchs, mon service sécurisé, mon aide cyber, la communauté des aidants cyber, ou encore ADS ou Silène qui sont aujourd'hui réservés aux entités publiques qui permettent d'évaluer la robustesse de votre Active Directory ou, dans le cas de Silène, l'exposition de vos systèmes sur Internet. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté de construire une offre de services qui va se développer dans les mois à venir, qui va accueillir des initiatives de l'écosystème pour, à nouveau, dans une logique de passage à l'échelle, rendre beaucoup plus simple d'accès et déployer, parce qu'on on a une activité de déploiement très largement dans les territoires, l'ensemble de ces solutions, pour réduire la surface d'attaque du pays. Alors, sur la base de ce descriptif, on va lancer le sondage 8, s'il vous plaît. « 10 secondes, comme d'habitude. » Pas utile m'a l'air faiblard. Moi, c'est les moyennement utiles que je regarde. On va le rendre plus utile, du coup. Alors, oui, très utile quand même. C'est majoritairement la position. Moyennement utile, 41%. Donc, voilà, peu utile, pas utile, est réduit à 0. Donc il y a de l'avenir, il va falloir communiquer. Surtout, je vous invite à aller regarder et explorer ces outils. Alors, concrètement, Florent, est-ce qu'il faut adapter les actions qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les approfondir, les déployer? Est-ce qu'il y a des modifications qui sont requises? Comment s'infléchit la courbe avec NIS 2, avec ces nouvelles contraintes européennes? Alors, je ne vais pas vous faire tout le plan stratégique de la CNIL, rassurez-vous, mais je vais simplement rebondir sur quelques tendances, effectivement. Et vous avez d'ailleurs évoqué au départ des chiffres qui nous ont un peu interpellés sur l'année dernière, les incidents, en tout cas ceux qui ont été notifiés à la CNIL. On voyait clairement une tendance très forte de violation massive de données personnelles sur des bases qui étaient un peu neutres, c'est-à-dire vous avez des adresses, email, des bases de clients, quoi, où il y a assez peu d'informations sensibles finalement. Mais ce qui nous interpelle, c'est qu'en fait, ça montre un truc, et on a vu parallèlement, on va dire, les crypto-lockers, enfin tout ce qui est rançongiciel, qui stagne gentiment. Ça montre que finalement, les attaquants qui font ça pour gagner de l'argent, tout simplement. Et donc, ce qui a l'air d'être rentable aujourd'hui, c'est d'exploiter des grandes masses de données personnelles. En tout cas encore plus qu'avant, et l'avènement de l'IA notamment nous fait craindre que les modèles pour faire ça de manière industrielle soient encore plus accessibles qu'avant, ce qui rend la chose encore plus rentable. Et en plus, cerise sur le gâteau si j'ose dire, les données personnelles, une fois qu'elles sont dans la nature, elles y restent. Et vous avez beau sécuriser votre système après, quelque part, c'est pas trop tard, mais quelque part, une grande partie du mal est fait. Et donc devant ça, on est obligé de changer aussi le modèle de notre côté. Alors déjà, ça veut dire être peut-être un petit peu plus offensif sur notre communication sur les mesures de sécurité, notamment sur ces bases de données en question, qui en elles-mêmes sont pas sensibles, mais qui par leur volume le deviennent. Parce que derrière, c'est vos proches qui reçoivent des SMS pour dire voilà, j'ai livré le colis, mais veuillez cliquer sur ce lien et rentrer votre mot de passe et faire un virement, etc. Mais cet exemple-là, il montre aussi quelque chose, de dire que si les acteurs font du phishing et profitent finalement du fait que sur 100 000 personnes qui vont contacter, il y en a 100 ou 1000 qui vont se faire avoir, entre guillemets, c'est que peut-être qu'on a trop placé le curseur sur la vigilance des personnes. Et ça a une limite. On n'a pas envie que les gens deviennent paranoïaques non plus. On a envie de pouvoir avoir confiance dans les services qu'on utilise. Et donc, il faut trouver des moyens, et il y en a plusieurs qui existent, pour faire en sorte qu'on garde la confiance dans les outils numériques.
Je vais donner juste un exemple de choses auxquelles on pense. On pense à tout ce qui s'appelle les Privacy Enhancing Technologies. Alors c'est un mot anglais, mais qui simplement dire des technologies qui vous permettent finalement de dire moins sur vous-même que ce dont vous avez besoin. Quelque part, c'est, enfin, que ce que vous faites actuellement, quelque part, c'est le principe de minimisation du RGPD, mais mis en œuvre grâce à des techniques. Et typiquement, pour donner un exemple ultra simple, c'est, voilà, vous devez prouver votre âge dans un certain nombre de cas, des jeux en ligne par exemple. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de faire un paiement avec votre carte de crédit ou alors de montrer votre carte d'identité dans le pire des cas. En fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pourriez juste dire j'ai plus de 18 ans, avoir quelque chose qui le prouve, sans avoir à dire qui vous êtes, où vous habitez, dans quelle banque vous êtes. Et donc tout ça, c'est de nature à diminuer le nombre de données personnelles qui sont entre guillemets pour rien dans la nature, et donc diminuer peut-être les fuites. Voilà, c'était un exemple. Deuxième dimension que je ne vais pas développer, mais on l'a suffisamment évoquée, et qui est extrêmement importante, c'est la coopération entre les différentes autorités, avec l'ANSSI au premier chef, mais tous les acteurs de la cybersécurité en France, on voit que c'est une nécessité de plus en plus forte. Et du côté de l'ANSSI, alors, quels sont les développements à prévoir ? Alors les développements, on a beaucoup de chantiers qui sont lancés côté lab d'innovation et qui ne sont pas encore publics, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je peux vous dire, outre le sujet de la mission de contrôle là, mais pour le coup qui sort de mon périmètre, c'est que on est dans une logique d'accélération dans l'année à venir et l'année suivante sur les solutions et les outils, notamment numériques, qu'on va pouvoir déployer. On a un autre objectif, alors, qui est de pouvoir aussi capitaliser sur les données anonymisées que l'on obtient au travers de tous ces outils, qui nous donnent des informations sur le niveau des systèmes de sécurité, des systèmes d'information qu'on aide à sécuriser, sur le niveau de maturité des organisations, pour pouvoir également, dans une logique de pilotage des politiques publiques par la donnée, affiner les recommandations de l'ANSSI. Je prends un exemple. Dans le cadre de mon service sécurisé, où l'on fournit des recommandations sur les mesures de sécurité, on a identifié les mesures de sécurité les moins fréquemment mises en œuvre. L'intérêt d'une approche par la donnée, encore une fois anonymisée, c'est de pouvoir ensuite avoir une approche plus chirurgicale et de communiquer non plus simplement dans une logique de sensibilisation de masse de tout le monde sur les mesures de sécurité, mais de pouvoir aller agir sur des publics particuliers, sur des actions particulières qui méritent notre attention. Et ça, c'est d'ailleurs un autre élément qui est remonté par de la donnée plus qualitative en investigation, en faisant de la recherche utilisateur. Je me souviens par exemple peut-être pour conclure sur une anecdote, d'une discussion avec une responsable informatique d'une intercommunalité de 72 communes, qui était également secrétaire du relais des assistantes maternelles. Donc, important de donner un exemple comme ça, assez caricatural, mais en même temps très symptomatique du manque de ressources, par exemple, des collectivités, où la même personne en charge de l'informatique et très concrètement des postes informatiques gère aussi le relais des assistantes maternelles, lit les recos de la CNIL, lit les recos de l'ANSSI quand elle a du temps, me disait mais moi j'ai pas besoin d'aide sur la sensibilisation générale, j'ai besoin d'aide pour sensibiliser plutôt des personnes au-delà d'un certain âge, dans des métiers techniques qui ont pas l'habitude de travailler avec des outils numériques. Et ce genre d'informations-là sont vraiment extrêmement précieuses, parce qu'encore une fois, voilà, une même production ne va pas avoir le même effet auprès de tout le monde. On l'a vu dans d'autres domaines comme la sensibilisation aux risques climatiques. Selon le profil de personnes, c'est pas les mêmes messages qu'il faut passer. Donc je pense qu'on va aussi essayer d'accentuer l'effort sur ce sujet-là pour avoir une action plus chirurgicale. Alors, on a vu un petit peu plus tôt que, dans le cadre d'un sondage, qu'il y avait une forte attente d'un guichet unique. On a vu aussi, à travers cette table ronde, que la coordination se mettait en place, la collaboration était effective, la collaboration va être renforcée. Donc, reste une question. Est-ce que, à votre avis, il faudrait fusionner DPO et RSSI ? Les rôles, vous voulez dire ? Pardon ? Les rôles, vous voulez dire, de DPO et de RSSI ? La mission, est-ce qu'il faut s'attendre demain à ce que le DPO ait des missions de RSSI et vice-versa ? Est-ce qu'on va vers une fusion ? Puisque vous nous expliquez que cette collaboration
est effective aujourd'hui. Donc, vos interlocuteurs aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plutôt le RSSI pour l'ANSSI, c'est évidemment le DPO pour la CNIL. Est-ce qu'il faut s'attendre à un regroupement ou une collaboration forte? Comment vous voyez la place du RSSI et du DPO? Voilà, la question qui intéresse tout le monde. En tout cas, je suis ravi que vous ne proposiez pas de fusionner la CNIL et l'ANSSI, parce qu'on a chacun notre rôle. Et pour le DPO et le RSSI, je ne sais pas si c'est la même personne. Il va manger tout seul à la cantine, ça va être compliqué. Non, mais nous, on tient... Enfin, je trouve que c'est extrêmement intéressant que les deux rôles, qui en fait ont des préoccupations assez différentes, soient dans une dialectique. Je pense que c'est bien que, dans l'idéal, quand il y a les deux qui puissent compter l'un sur l'autre pour porter des messages convergents sur la sécurité, ils ne sont jamais trop en interne, je trouve, pour... Donc vous militez plutôt pour une très forte collaboration entre eux? Absolument. La collaboration doit exister, mais la fusion peut avoir plus d'inconvénients que d'avantages, voilà, je pense. Donc il faut plus de DPO et plus de RSSI, pas les fusionner... D'accord, donc chacun conserve sa place. Et alors, nous arrivons au sondage 9. 10 secondes, toujours. C'est l'heure de vérité. Alors, réponse, donc 67% très intéressant, 30% à peu près plutôt intéressant. Bon, désolé pour les autres, mais on peut peut-être prendre une question pour nous rattraper. Pour les 5% qui restent, y a-t-il une question dans la salle? Alors, il y a deux demandes de prise de parole. Merci. Il est quart, donc on a le temps de prendre une question, deux questions. Le test de maturité, il est très compliqué à faire parce qu'en réalité, lorsqu'il y a 5 ou 6 questions, elles sont très clivantes, il faut faire un choix. Et c'est très difficile de faire le choix sur le premier écran, puisque ça nécessite une acculturation de la gouvernance de la sécurité pour pouvoir faire le premier écran du test de maturité. On aimerait pouvoir cocher 2 cases, 3 cases et demie, mais pas être exclu en prenant qu'une seule case sur les 6 ou les 7. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix d'avoir un choix unique, vous voulez dire, entre toutes les cases? Alors, il est améliorable, preneur de vos retours. On a travaillé avec des designers alors, je veux dire 2 éléments de réponse. D'abord, merci de l'avoir testé. Tenter de le tester. Le premier point, c'est que... avant d'être un test de maturité, c'est un modèle de maturité cyber qu'on a développé à partir des investigations qu'on a menées pendant plusieurs années auprès des bénéficiaires. Et en fait, on aurait pu le conserver comme un outil interne d'évaluation de la maturité des organisations. Les niveaux, et ça va m'amener à ma deuxième réponse, qui sont décrits sur chaque grande verticale. Donc les grandes verticales, c'est prise en compte du risque au sein de l'organisation, c'est les RH, c'est le budget, c'est le pilotage de la cybersécurité, au sens est-ce que vous avez un plan d'action cyber ou est-ce que vous n'en avez pas. Nous a amené à avoir pour chaque catégorie une échelle qui correspond à différentes réalités très tangibles, que l'on a constatées. Donc, j'essaie de me remettre en tête les réponses sur la question de la prise en compte du risque, par exemple, au sein de l'organisation. Vous avez, et donc, c'est des choix à somme nulle parce que, et on a essayé, et peut-être qu'on n'y est pas arrivé parfaitement, mais d'avoir des réponses qui correspondent à des réalités très concrètes, qu'on n'est pas vraiment, qu'on se situe sur une réponse plutôt qu'une autre et qu'on se dise pas mince, je suis entre les deux, quoi. Donc après, c'est encore améliorable, mais on va avoir une réponse qui va être franchement risque cyber pas pris en compte dans l'organisation. Alors on peut imaginer d'être une personne qui au sein de l'organisation, oui, mais évidemment, mais ça c'est une mise en abîme. Quelqu'un qui par définition n'a absolument pas conscience du risque a peu de chances d'être sur site, mais on peut avoir aussi des lanceurs d'alerte, entre guillemets, des gens qui au sein d'une organisation ont envie que ça bouge et qui vont quand même faire le test de maturité. Ensuite ça va être ok, on a conscience du risque, les dirigeants ont conscience du risque, mais bon, ça reste un sujet assez technique encore pour eux. Avoir un troisième niveau qui va être ok, le risque est pris en compte au niveau de la direction qui considère que c'est un sujet important. Ensuite, on va avoir le risque est pris en compte
est diffusé et sponsorisé pour une prise en compte dans les différentes directions métiers. Et puis le niveau le plus élevé, c'est on a des objectifs chiffrés en matière de gestion du risque cyber, au niveau du CODIR, voilà. Et évidemment, ces réponses sont pas parfaites, mais vous devez forcément arriver à positionner votre organisation par rapport à ça. Et c'est des réalités très très tangibles qu'on constate. Après, je suis hyper preneur de vos retours pour l'améliorer, évidemment. Bien, alors je crois, vu la présence de Madame la Présidente sur l'estrade, que ça veut dire fin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Alors j'invite les avocats parisiens à se faire scanner leur code auprès de Aline, la voici, parce que sinon je ne pourrai pas valider votre formation continue et on ne pourra pas vous rembourser. Donc n'hésitez pas, voilà, ceux qui ne seront pas scannés ne pourront pas ni être remboursés, ni avoir leur formation continue validée. Je vous invite à monter. Alors, on a à peine une demi-heure pour faire une pause networking et puis faire une pause petit déjeuner. Merci beaucoup.